Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire en live que Yogist Well at Work vous propose ce mois-ci avec un invité de choix, Erwan Devez, qui est avec moi. Je suis Anne-Charlotte Vulcino, la fondatrice de Yogist. Notre mission, c'est de faire que le travail soit vraiment la santé et de diffuser dans le monde de l'entreprise des techniques simples de prévention du stress, des troubles musculo-squelettiques et plus généralement des causes du mal-être au travail. Et nous avons comme deuxième mission de vous apporter régulièrement des contenus originaux par des invités inspirants qui vont vous aider à mieux comprendre et à mieux agir pour améliorer votre qualité de vie au travail. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, et merci beaucoup de prendre le temps de venir finalement prendre soin de vous et de vos collègues aujourd'hui, c'est celui du burn-out. Le burn-out, c'est un mot-clé qui fait un petit peu peur, qui est passé plus ou moins dans le langage commun. Aujourd'hui, on dit plus volontiers « j'ai fait un burn-out le mois dernier » qu'on ne le disait il y a 5 ans, qui a fait quelque part un comeback après le Covid et qui fait encore extrêmement peur parce qu'il est extrêmement sérieux avec énormément d'impact. Et donc, j'ai voulu inviter Erwan, qui va se présenter dans une minute, à nous aider à décrypter ce concept, savoir dans quelle mesure c'est grave, docteur, comment le comprendre, ce phénomène du burn-out. On a parlé de nébuleuse dans l'invitation que l'on vous a transmise. Quelle a été l'évolution de ce phénomène au cours des dernières années, voire des dernières décennies? Comment ça arrive? Comment on repère le burn-out? Quels sont ses signes annonciateurs et surtout, comment l'éviter? Quel est le rôle du manager là-dedans? Et vous, en tant que collaborateur ou peut-être en tant que coach ou prestataire, vous pouvez également aider les autres à l'éviter et à prendre soin de vous pour vous-même et vos familles. Alors, Erwan, on s'est rencontrés justement en plein Covid. Je me souviens que nous étions confinés et nous avait invités à participer à un webinaire, encore en digital. On ne s'est jamais vu en vrai, en chair et en os. J'espère bientôt. À l'époque, on intervenait en mode pompier aussi sur la question du burn-out qui était extrêmement préoccupante puisque tout le monde était chez soi, immobile et avec un lien social totalement rompu. Donc, je suis très heureuse de t'inviter aujourd'hui à nous éclairer sur ce sujet, sur lequel tu es évidemment expert. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur toi et puis nous dire aussi pourquoi tu as accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui pour la communauté du Well at Work? Bonjour Anne-Charlotte et bonjour à tous. Alors vraiment ravi d'être parmi vous pour plein de raisons que je vais évoquer. Pour me présenter très brièvement, je travaille sur les sciences cognitives appliquées au management et au leadership depuis maintenant quelques années, une petite quinzaine d'années en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, comme manager, comme dirigeant, comme collaborateur, on doit prendre des décisions, on doit coopérer, on doit motiver, on doit innover, on doit faire mille choses. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos équipiers? Et comment, à partir d'une meilleure compréhension de tout cela, eh bien, on peut viser à plus d'épanouissement, à plus de bien-être et aussi à plus de performance et d'efficacité. Donc ça, c'est mon travail que j'explore de différentes façons, de conférences, sous forme de livres, sous forme de projets de recherche, etc., depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Et pour la petite histoire, tout a commencé à partir d'une lésion au cerveau, donc d'un épisode pas forcément très sympathique à vivre et à aborder, mais qui a été décisif. Donc ça fait 15 ans que ça dure. Et un deuxième petit élément de mon parcours, parce qu'il est en plein dans le sujet du jour, j'ai eu la chance, avant ces 15 ans de neurosciences appliquées, j'ai eu la chance de servir la Croix-Rouge internationale, donc le comité international de la Croix-Rouge, dans les pays en guerre. Donc j'ai une expérience de négociateur en fait d'une dizaine d'années dans les pays en guerre. Et Dieu sait si ces phénomènes de burn-out évidemment, sont très présents dans ce type de métier, plus largement d'ailleurs dans les métiers évidemment du soin, du social, etc., dans des métiers où on voit beaucoup de personnel très engagé et parfois surengagé. Et donc, c'est notre sujet du jour. Et oui, et Erwan, tu sors d'ailleurs un nouveau livre qui est disponible, ça y est?
Ça y est, il est disponible depuis quelques jours. Il est là. Il est tout neuf. Donc, consacré au neurodéveloppement des équipes. C'est un livre qui est la synthèse de 15 ans de travail, en fait. Et une synthèse que j'ai souhaité d'abord la plus opérationnelle possible, la plus terrain possible, et puis aussi la plus constructive et positive possible. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de surfer justement sur des vagues un peu pessimistes. La tendance, c'est de faire du bashing permanent. Eh bien, moi, je fais le contraire. Je fais le contraire depuis des décennies et je le fais d'autant plus avec conviction aujourd'hui que moi, les vents mauvais et les contextes complexes et exigeants, je n'ai vécu que cela dans ma vie. Donc, j'ai 50 ans d'expérience de cela et je sais que c'est particulièrement dans ces moments où il faut justement adopter un biais positif, un biais entraînant, aller vers la compréhension, ensuite vers l'action. Donc, c'est pas le moment de surfer sur cette vague de négativité ambiante. On a malheureusement en France un petit peu ce biais. On a le don pour passer d'une controverse à l'autre. C'est pas le moment. Voilà, tout simplement, dans ces moments de complexité, il faut réserver son énergie à être utile, à essayer de faire avancer les choses et plutôt à créer des ponts que l'inverse. Bon, alors ça, tu nous le raconteras au cours de ce webinaire aussi, tu nous le rappelleras et puis on peut se procurer ce nouveau livre. Bon, génial. Donc, nous, on a en plus avec Erwan un point commun, c'est l'humanitaire. Hein. C'est par mon expérience dans l'humanitaire que je suis arrivée à créer Yogist pour me rééduquer. Toi, tu as fait l'expérience du surengagement. Alors, entre surengagement et burn-out, est-ce qu'il n'y aurait pas une autoroute, un trait assez facile à tirer? On a l'impression que là, le burn-out fait un énorme comeback, que tout le monde en parle à nouveau, voire que c'est devenu un lieu commun et un nom commun dans notre vocabulaire. Quelle est ton analyse, toi, de cette évolution du concept? En fait, de quoi on parle, depuis quand Oui. et comment on en parle? Parce que je vois vraiment une différence depuis entre avant, pendant et après le Covid. Euh, de quoi on parle finalement? Qu'est-ce que c'est qu'un burn-out, s'il te plaît? Alors, très simplement, en fait, un burn-out, c'est un épuisement professionnel, mais qui va agir en fait sur différentes dimensions. C'est un épuisement physique, c'est un épuisement mental, c'est un épuisement émotionnel, c'est un épuisement cognitif, psychique. On est vraiment sur toutes les dimensions en fait de l'épuisement. Alors c'est vrai que quand on interroge des professionnels de santé, notamment de médecine au travail, on voit très clairement qu'il y a eu un avant et un après Covid. On voit aussi dans les indicateurs de santé mentale, hein, plus largement d'ailleurs au-delà de l'entreprise, on voit une dégradation de ces indicateurs, hélas touchant toutes les catégories de population, plus particulièrement d'ailleurs chez les 15-24, hein, et plus particulièrement à l'intérieur des 15-24 chez les filles que chez les garçons. Donc on est effectivement dans un contexte général ambiant eh bien qui n'est pas effectivement très comment dire très positif par rapport à ces indicateurs et effectivement en entreprise aujourd'hui ben on en parlait d'ailleurs en préparant ce webinaire on est de plus en plus sollicité sur ces problématiques de burn-out aussi alors sur par extension aussi alors peut-être un tout petit mot de définition alors on parle beaucoup de burn-out on parle aussi de bore-out de brown-out ces différentes terminologies anglophones. Alors bon, si on veut résumer, le burn-out, c'est l'épuisement cumulatif. Le burn-out, c'est plutôt la perte de sens et finalement la dissonance cognitive entre ben, ses valeurs et puis ses actes, finalement ce en quoi on croit et ce que l'on fait au quotidien. Et puis le burn-out, c'est plutôt une espèce de perte de soi due à l'ennui et en particulier à l'ennui dans son travail. Donc nous, on va s'attacher aujourd'hui plus précisément à cette question de l'épuisement professionnel
qui trouve sa source évidemment dans pour différentes raisons, des raisons à la fois très organisationnelles et liées à l'entreprise, et puis des raisons plus personnelles. Alors, le burn-out nous intéresse aussi au titre de prestataire RH et parce qu'on travaille énormément avec les organisations, parce que finalement, c'est celui qui fait l'objet d'un diagnostic et qui est à l'origine d'un absentéisme, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors on a tâtonné et on continue d'ailleurs de tâtonner par rapport à la définition médicale précise du burn-out, parce que en fait, elle englobe un certain nombre de dimensions. D'abord, le burn-out, c'est pas quelque chose qu'on attrape comme ça, c'est pas un virus qu'on attrape en 3 jours. Donc il y a toute une situation, un environnement en fait qui va favoriser. Et on parle d'ailleurs de pré-burn-out, et ça peut durer. Ça peut durer des mois et des mois, voire des années. On a des collaborateurs ou des managers ou des dirigeants qui sont en situation comme ça de surcharge mentale, d'hyperstress chronique, donc avec des signes évidents, des signes annonciateurs en fait d'anxiété généralisée, d'irritabilité, etc. Mais le problème, et c'est là où c'est pernicieux, c'est que vous pouvez comme ça être sur une trajectoire qui est tout sauf simple et difficile, etc., mais entrecoupée de légers mieux. Et pour une raison, vous avez un nouveau DG, vous avez un nouveau produit qui vient de se lancer, ça se passe bien, donc vous pouvez vous dire, ah ben non, mais c'est bon. Ça y est, j'ai fait le plus dur. Là, les 6 derniers mois étaient difficiles, mais ça y est, je repars à la hausse et c'est reparti. Et puis malheureusement, eh bien, ce léger mieux, il ne va pas durer. Et donc, bien les traumas du passé, ou en tout cas les difficultés du passé, eh bien vont revenir et très souvent d'ailleurs de plus belle. Et donc là, vous allez être sur une pente glissante, euh, et malheureusement, vous n'aurez peut-être pas accordé assez d'attention aux signes annonciateurs. Alors les signes annonciateurs, ils sont souvent les mêmes. C'est cette nervosité accrue, c'est cette anxiété accrue, c'est le sommeil, évidemment. Euh, on ne dira jamais assez toute l'importance, mais fondamentale, du sommeil pour la construction neuropsychologique. En gros, c'est très simple en fait. Dans vos nuits de sommeil, vous avez deux mécanismes à l'œuvre. D'abord, vous nettoyez la machine cérébrale. Vous savez, toute la journée, on va accumuler des toxines cérébrales. Donc, il faut bien les évacuer à un moment donné. Eh bien, ça, c'est le job du sommeil de nuit. Donc, vous éliminez vos toxines cérébrales. Et de l'autre côté, vous allez consolider au niveau de la mémoire tout ce que vous avez reçu comme stimuli. Et donc, votre cerveau, il a un petit phénomène de replay, et en fait, il va éliminer ce qu'il considère comme pas important, et il va garder, transférer dans des systèmes de mémoire moyen terme, long terme, ce qu'il considère d'important. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que si vous êtes en dette de sommeil, quantitatif, qualitatif, comme 2 tiers des Français au passage, si vous êtes en dette de sommeil, eh bien, vous n'arrivez plus à réguler vos émotions et vous n'arrivez plus à apprendre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, une dette de sommeil cumulative, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien, tôt ou tard, elle va se payer. Mmh. Oui, et on sait qu'on a une passion commune pour l'hygiène de vie, en particulier au travail, et on a de cesse de répéter que la santé physique a un impact énorme sur la santé mentale. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, et tu as raison de nous faire ce pop-up sur le sommeil. Le burn-out, concrètement, comment ça se passe et à quel moment il est diagnostiqué, repéré, et comment, en tant que manager ou collaborateur dans une entreprise, il est traduit par une réalité ou des chiffres. Oui, alors, comment il arrive ce burn-out et comment il s'installe et comment on crée les conditions propices à un burn-out? Alors, d'abord, il y a des conditions propres à l'organisation du travail, à l'entreprise dans laquelle on est. Alors, ça peut être une pression permanente, exagérée, entre guillemets. Je ne dis pas, évidemment, on est dans des univers entrepreneuriaux, on est aussi dans des univers concurrentiels, etc. Donc, la pression fait partie, évidemment, de notre quotidien. Mais quand cette pression est permanente et trop importante, eh bien évidemment, ça crée les conditions de dysfonctionnement.
On peut aussi avoir des conditions d'insécurité latente. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. D'ailleurs, les très mauvais managers utilisent très souvent cette insécurité comme moyen de pression. Attention, tu sais pas ce qui va arriver, si jamais, si tu fais pas ton chiffre, etc., etc. Donc ça, on est dans le malheureusement, on pourrait dire dans le management d'hier, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, un petit point quand même d'attention, c'est que ces conditions concernent tous les types d'entreprises. Des grands groupes comme des petites entreprises, du privé comme du public. Dans notre société du travail, dans notre monde du travail, par exemple, ces dernières années, on a beaucoup valorisé les startups et la Startup Nation. Je peux vous dire à tous, et à toi en particulier, Anne-Charlotte, que pour avoir étudié le cas de certaines startups avec des infractions au code de l'éducation pour les stagiaires, au droit du travail pour les salariés, on est loin de cette photo très romancée des choses. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, pression permanente, insécurité latente, absence de reconnaissance. Ça, c'est évidemment un des fondements, un des fondamentaux que l'on retrouve partout. C'est-à-dire, on vous pressurise au maximum et puis on oublie de vous dire merci le cas échéant de temps en temps. Euh, il y a aussi un autre phénomène qui est très perturbant dans le monde du travail, c'est quand on a des conditions, des relations particulièrement difficiles avec ses patients, avec ses publics, avec ses clients. Donc ça peut engendrer évidemment des phénomènes de détresse à long terme. Vous savez, quand vous êtes, par exemple, je voyais sur la liste, par exemple, il y a des personnes d'anciennement Pôle emploi, France Travail. Quand toute la journée, vous prenez des personnes en face de vous agressives et qui, de façon très légitime, elles peuvent être, on n'est pas là pour juger, pour donner, mais quand vous avez en face de vous comme ça un niveau d'agressivité particulièrement élevé, évidemment, ça va être très fatigant, très déstructurant et très éreintant et épuisant sur le plan neuropsychologique. De la même façon, d'ailleurs, quand vous êtes dans les métiers du social, j'étais dernièrement avec des métiers de la petite enfance, évidemment, c'est très fatigant et très difficile de prendre toute la souffrance de l'autre, en fait, en pleine face du matin au soir. Donc, Mmh. ce sont toutes ces conditions, sont des conditions évidemment liées au travail. Alors, je pourrais parler aussi de l'infobésité, c'est-à-dire quand vous recevez un certain nombre d'informations tellement importantes que votre cerveau ne peut plus traiter, du multitasking, vous faites 50 000 choses en même temps. Enfin, toutes voilà, ces dérives un peu du monde du travail actuel font que, évidemment, les conditions vont être réunies pour générer ce genre de souffrance au travail et, in fine, de burn-out. Et puis, à côté de cela, et il ne faut pas le sous-estimer, il y a des conditions qui vont être davantage liées à ce que vous êtes vous, à votre personnalité. Et notamment, alors on parlait de surengagement tout à l'heure, vous savez, il est très rare qu'une personne qui n'en a pas grand-chose à faire de son métier fasse un burn-out. En général, les burn-out, euh, en fait, touchent toujours un peu les mêmes profils de personnalité surengagés, perfectionnistes, qui très souvent d'ailleurs, alors sans faire de la psychologie de comptoir, mais qui très souvent dans leur enfance et dans leur adolescence ont déjà été mis sous pression par leurs parents, par leurs professeurs, par leur figure d'attachement. En neuropsychologie, on parle de figure d'attachement. Donc elles ont déjà cette pression en elles, dont elles vont avoir beaucoup de mal à se séparer. Mmh. Et donc, quand elles rentrent dans le monde du travail, eh bien évidemment, elles vont reproduire ça avec une forte dépendance au regard de l'autre, une forte dépendance au niveau de performance, c'est-à-dire si je suis performant, je vais être apprécié et in fine, je vais être aimé. On voit Mmh. ce genre de ce profil assez régulièrement. Donc, on pousse la machine, on accumule, on fait cocotte minute et un matin, on se réveille pas ou on n'arrive pas à sortir du lit, c'est ça? Exactement, on est dans des stratégies aussi de déni, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas bien, mais on essaye de ne pas trop le
le voir, ou en tout cas, on est dans des. Alors, les stratégies de déni, d'ailleurs, c'est conscient et inconscient, hein, au passage, hein. C'est pas Mmh. simplement je suis consciemment dans le déni de. Non. Ça y est, un chiffre que l'on devrait avoir plus en tête, chacun de nous. 90% de l'activité cérébrale échappe à la conscience. 90% de l'activité cérébrale est d'ordre subconscient, sous la conscience. Donc, quand on est comme ça dans ces espèces comme ça d'états latents de souffrance au travail et de délitement, eh bien, on est souvent dans ces mécanismes de déni. Alors, on va se Mmh. dire oui, mais bon, là, c'est parce que je devais sortir ce tel produit. Là, c'est parce que j'ai changé mon équipe. Mais ça va aller mieux. Et puis l'été va revenir. Je vais pouvoir recharger les batteries, tout ça. Et puis, comme tu le dis si justement, il y a un moment donné, eh bien, ça craque. On a eu une foule de signes annonciateurs, mais qu'on n'a pas voulu voir. Et à un moment donné, il faut le voir pour le croire. Moi, je l'ai vu une fois, une personne qui était pourtant la veille encore sur site, en train de faire mille choses, etc. Et physiquement, ça a craqué. Elle n'a pas pu se lever de son lit. Elle n'a pas pu mettre un pied devant l'autre. La machine a dit non. Mais c'était la résultante de plusieurs années de souffrance. Donc, on voit bien à ce moment-là à quel point le corps et l'esprit sont intimement liés, à quel point la santé physique a un impact sur la santé mentale en prévention, mais à quel point aussi la santé mentale a des impacts catastrophiques sur le physique. En gros, on tombe malade. La machine ne suit plus, comme si le corps enfin, comme si l'esprit dirigeait le corps comme une machine. On sait très bien que c'est pas le cas. Pourquoi on fait cette distinction entre santé mentale et santé physique? Pourquoi la santé mentale, qui est la grande cause nationale 2025, n'est que la santé mentale? Comme si on coupait la tête des Français quand on parle de ça. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, tu as raison en fait d'aborder cette question de façon tout à fait globale. Tout est lié. Tout est lié. On n'a qu'un seul cerveau. On a un cerveau au travail et un cerveau à la maison. C'est le même. Donc, tout est lié. Tout ce que l'on va faire sur la sphère privée va avoir évidemment un impact sur la sphère professionnelle et vice-versa. Euh, pour répondre, et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais si content d'intervenir ce matin avec toi, parce que je trouve que tu as une approche globale, holistique, on emploie le mot qu'on veut, peu importe, mais enfin, il n'y a que cette approche qui est possible. Alors, je sais très bien que du point de vue des DRH, eh bien malheureusement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi des notions de droit, il y a des notions, voilà, on peut pas aller trop sur la sphère privée, mais nous, on peut le faire. Nous, en tant que consultants extérieurs, on peut le faire et on doit le faire parce que, évidemment, tout est lié. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi effectivement on en parle plus aujourd'hui? Alors, je pense que ces problématiques de santé mentale, d'ailleurs, pendant très longtemps, elles étaient un petit peu mises de côté parce que c'était très stigmatisant. Dès qu'on parlait de santé mentale, peut-être dans l'esprit de chacun, consciemment ou inconsciemment, c'était lié à des maladies psychiatriques ou neuropsychologiques, etc. Donc, on mettait un petit peu ça sous le tapis. On l'a vu d'ailleurs cet été pour les passionnés de sport pendant les JO. Quand Léon Marchand, quand Teddy Riner, on parlait justement du travail de préparation mentale qu'ils font, Teddy Riner depuis qu'il est adolescent, Léon Marchand depuis quelques années. Ils ont fait beaucoup de bien parce qu'ils ont expliqué, bah oui, Teddy Riner, je me souviens dans une interview, disait, bah moi au tout début, quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans et que je parlais de ces dimensions-là, on me prenait pour un fou. On pensait que j'étais en fait faible mentalement, alors que sa démarche, c'était justement de travailler son mental pour être encore plus fort. Donc c'était pas simplement dans une dimension pathologique, ou même pas du tout d'ailleurs, mais c'était dans une dimension aussi de progression et d'évolution personnelle. Donc on a commencé à faire ce trajet, mais c'est encore, voilà, il y a encore des stéréotypes qui sont solidement ancrés. Et puis, il y a eu le Covid. Et là, le Covid a quand même marqué, il y a quand même un avant et un après. J'aime pas trop ces formules, mais là, c'est vrai. Là, c'est à l'évidence, c'est vrai, pour beaucoup de raisons. Parce que déjà, ça a permis quand même de libérer la parole sur ces dimensions de souffrance mentale, psychique, neuropsychologique, etc.
On a aussi vécu collectivement quelque chose de tout à fait inédit, le confinement. Et là, Dieu sait si bien il y a eu des différences de vécu entre les uns et les autres. Certains n'ont pas été plus touchés que cela par le confinement, d'autres ont été sévèrement, évidemment sévèrement touchés. Donc, toute cette dimension et toute cette matière liée autour de la souffrance psychologique est venue naturellement un petit peu plus dans les esprits. De toute façon, elle s'est aussi imposée dans les entreprises, ne serait-ce que de façon chiffrée sur le plan des arrêts maladie, etc., etc. Et Mhm. donc, il y a une progression un petit peu de cette connaissance. Il y a eu aussi, il faut le dire, euh, progression de l'appréhension de tout cela, hein, de la part de la médecine du travail, etc. C'est pas forcément évident pour les professionnels de santé de bien comprendre cette pathologie. Et donc, voilà, on est aujourd'hui, on a probablement beaucoup plus d'intérêt sur la question. Et maintenant, évidemment, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait? Euh, Et oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, à t'entendre, on pourrait se dire surengagement, perfectionnisme égale burn-out. Est-ce que la solution, c'est d'arrêter de bosser, de se désengager et d'aller élever des chèvres dans le Larzac? Évidemment, non, ça correspond pas à tout le monde. Le monde s'effondrerait si on ferait tout ça, évidemment, si on faisait tout ça. Mais concrètement, quels sont les éléments que chacun peut mettre en place dans son quotidien pour éviter ne serait-ce que d'avoir les éléments préannonciateurs de ce burn-out? Nous, chez Yogist, on prône évidemment sur toutes les ingrédients de l'hygiène de vie et l'hygiène de vie au travail, que sont l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la nature. Je compléterai évidemment ce que tu vas nous dire, mais toi, quelle est la première chose que tu recommanderais à quiconque pour ne jamais être confronté au burn-out, si c'est possible? Alors, c'est une question compliquée, évidemment, puisqu'elle touche deux dimensions. Elle touche l'organisation, donc l'entreprise dans laquelle on évolue, et elle touche la sphère personnelle, nous. Donc, il y a de ce point de vue une double responsabilité. On ne peut pas tout mettre sur les épaules du DRH ou du DG ou du N+1, même si parfois, effectivement, il y a un effort à faire de ce côté-là. Mais il faut, en fait, il faut être sur ce concept de double responsabilité. Comment la structure peut travailler pour essayer de progresser et d'être moins pathologique de ce point de vue-là, et puis comment moi, je peux travailler sur les fondamentaux de mon mode de vie. On va y venir tout à l'heure. Hein, ces fameux fondamentaux, ils sont les mêmes depuis toujours. Hein, c'est le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la méditation, la respiration, le rapport à la nature. C'est ça qui renforce un cerveau au quotidien. Donc, comment moi je travaille sur ces dimensions et puis aussi sur mon rapport au travail, sur mon rapport au regard de l'autre, sur parfois, effectivement, il faut aussi faire un travail personnel plus introspectif ou plus de dimension psychothérapique. Hein. Les personnes qui ont subi, enfin, qui ont malheureusement vécu un burn-out sont plus fragilisées. Il y a cette dimension aussi un petit peu cumulative. C'est vrai qu'une personne qui aura fait un burn-out sera plus sujette à faire un deuxième épisode de burn-out. Donc, il y a une fragilité qu'il faut prendre en compte. Et donc, renforcer, d'un côté, renforcer son cerveau au quotidien, c'est-à-dire faire du foncier. En fait, comme un athlète ferait du foncier, ben nous nous sommes des athlètes de haut niveau intellectuel entre guillemets. Vous voyez l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'en fait un cerveau c'est dynamique, rien n'est figé dans le cerveau, donc il faut le faire travailler, il faut le renforcer, il faut arrêter de le martyriser. Alors au niveau organisationnel, au niveau de l'entreprise, eh bien là, il y a des choses à faire. Je parlais tout à l'heure de l'infobésité. Il faut maintenant traquer toutes ces
cette tyrannie en fait des stimuli neurosensoriels de toutes parts. On reçoit des centaines. L'autre jour, je discutais avec une DG, elle reçoit des centaines de mails, des centaines de messages sur ses boucles WhatsApp et autres. Donc cumulé, on était à 1500, 2000 par jour. Bon, c'est une folie. Et d'ailleurs, c'est impossible. Donc, elle en regarde un sur 10. Donc là, l'entreprise doit évidemment faire un travail là-dessus. Alors, on a été un peu, évidemment, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est arrivé depuis 20 ans, ben, on s'est laissé un petit peu déborder. On a aussi mal compris une chose, c'est que le mot à la mode il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc., c'était la transparence. On s'est dit, oui, on est dans une époque de transparence. Mais en fait, on est dans une tyrannie de transparence. Un collaborateur dans une entreprise, il n'a pas besoin de savoir tout sur tout. Si vous êtes commercial, vous n'avez pas forcément besoin de savoir la dernière ligne compta de je ne sais quoi. Donc, le collaborateur, il n'a pas besoin de transparence, il a besoin de franc jeu. Il a besoin de franchise. Il a besoin de savoir que quand son N+1 lui dit quelque chose, il va pas dire le contraire au suivant. Donc, ce besoin fondamental pour nourrir la confiance, c'est la franchise. C'est pas de savoir tout sur tout. Donc, il faut arrêter avec cette tyrannie de la transparence. Il faut arrêter avec cette tyrannie de l'infobésité, des notifications, des mails, etc. Mais là, notre responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas que l'entreprise. On va essayer d'être concret. À la fin du webinaire, vous regardez tous votre iPhone ou votre smartphone et toutes les notifications qui ne sont pas d'extrême nécessité, vous les dégagez. Parce que ces notifications sont autant de perturbateurs attentionnels pour votre cerveau. Et donc, des freins à votre équilibre personnel, à votre bien-être et à votre niveau de performance. Tout est lié du point de vue du cerveau. Le bien-être et la performance sont étroitement liés. Donc, il faut faire le ménage, il faut aller vers beaucoup plus de sobriété neuronale. On parle beaucoup de sobriété énergétique, on devrait aussi parler de sobriété neuronale. J'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Je me refuse de participer à toutes ces controverses innombrables et dont notre pays a le secret. Il y a 5 ans, il y avait 67 millions de virologues. Aujourd'hui, il y a 67 millions de spécialistes en géopolitique. Mais où on est? Donc, toutes les controverses sur les réseaux, sur les machins, c'est pas pour vous. Moi, je vais vous dire, je vous donne un exemple sur LinkedIn. Moi, il y a plein de trucs qui m'énervent sur LinkedIn. Et à chaque fois, on me dit, mais alors toi, je te suis depuis 10 ans, jamais tu vas dire un mot de trop sur quoi que ce soit, machin, etc. Bien oui, parce que je m'empêche. C'est-à-dire que je refuse de participer à toutes ces controverses ou facilités ou bashing ou etc. parce que je ne veux pas utiliser mon énergie cérébrale sur des mauvais combats. Donc, j'utilise et je préserve mon énergie cérébrale sur ce qui compte vraiment et ce sur quoi je peux avoir un impact. Donc, ça veut dire faire des choix. Et ça, c'est au moins autant une décision personnelle qu'une décision en lien avec l'organisation. Euh, donc, tous ces éléments, eh bien évidemment, ils sont pas simples. Parce qu'on est tous pareils, on veut tous être surinformés, on a peur de manquer, on a peur d'avoir raté la dernière information, et au nom de cette frénésie ambiante, on va s'oublier. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça rejoint ce que Mathieu Ricard appelle l'acrasie. C'est je sais très bien ce qui est bon pour moi, mais je fais absolument le contraire. C'est très humain, hein, c'est dans la nature humaine, je crois, de faire ça, et c'est ok. On essaie toujours de réparer les dégâts au lieu de faire de la prévention, parce que c'est pas très fun de faire de la prévention. On se préoccupe toujours d'un sujet quand il est un petit peu trop tard. On peut évidemment essayer de renverser la tendance et de faire les choses bien, mais bizarrement, on a toujours cette facilité finalement que l'on choisit. Et c'est une très très belle leçon d'ailleurs que nous ont donné les athlètes cet été pour les Jeux Olympiques. Mais ce sur quoi on se rejoint vraiment, Erwan, et j'aime à t'entendre dire ça, c'est qu'il y a vraiment deux niveaux. Ce qu'on peut essayer de changer dans le monde du travail, on peut évidemment
aider les DRH, aider les dirigeants, aider les collaborateurs à faire évoluer la manière dont on travaille. Et ça, c'est notre mission chez Yogi, c'est ta mission à toi, Erwan, d'intégrer des modes de travail qui soient plus sains, finalement, qui préservent la santé mentale et physique. Et puis, il y a ce que l'on peut choisir de mettre en place à notre niveau. Pour nous, ce sont les pauses actives, c'est-à-dire les moments de récupération dans la journée qui permettent au cerveau de se reposer et de faire un bouclier contre cette infobésité que tu décris avec tant de verve. C'est aussi la possibilité de bouger, de mettre notre corps en action pour se protéger de tous ces impacts de la sédentarité, du fait que nous ne sommes pas conçus pour rester assis devant des écrans, à regarder des webinaires d'ailleurs, ou à lire ou à écrire sur des tableurs Excel. Donc, comment est-ce qu'on peut convaincre les collaborateurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les dirigeants, de mettre en place des techniques, des rituels, des manières de travailler qui soient plus propres à la santé? Alors, c'est une question là aussi complexe. Moi, je dis souvent aux participants de mes conférences, je dis, mais tout le travail que je vous propose autour de la connaissance de vous-même, autour du travail sur ses fondamentaux, etc. Mais ne le faites pas pour votre entreprise, ne le faites pas pour vos équipes, faites-le pour vous-même, déjà. On a des études de corrélation qui sont extrêmement claires entre ce que l'on va faire dans sa vie pour son cerveau, c'est-à-dire le respect de ses fondamentaux du mode de vie, le fait de redevenir des apprenants, enfin voilà, toute cette philosophie de vie et la survenue de maladies neurodégénératives ou autres phénomènes de démence, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que effectivement vous avez une vie formidable avec vous faites attention à ce que vous mangez, comment vous dormez, etc., que vous allez échapper à tous les risques liés à l'avancée en âge. Mais c'est évident que si vous faites attention à vous-même et si vous investissez dans votre santé physique et mentale, c'est-à-dire le corps et le cerveau et le cœur accessoirement, eh bien, votre espérance de vie en bonne santé va rallonger de façon très significative. Donc, s'intéresser à tout cela, c'est votre meilleure assurance vie. Première chose. Deuxième chose, s'intéresser à tout cela, c'est très amusant. C'est très épanouissant et la notion de plaisir doit être aussi au cœur de tout ça. C'est-à-dire que si je passe mon temps à vous faire la morale et à vous dire faut pas faire ci, faut pas boire de vin, faut machin, faut dormir à 10 heures, voilà. Mais au bout de 5 minutes, j'ai perdu et vous aurez raison. C'est insupportable en fait de s'entendre dire ce qu'on doit faire en permanence et d'avoir ces espèces d'injonctions en permanence. En revanche, si j'arrive à vous convaincre que c'est un kiff de dingue de commencer à mieux maîtriser son cerveau. Parce que quand on maîtrise davantage son cerveau, on arrête de subir, ou en tout cas on subit beaucoup moins, et on se subit beaucoup moins. Et quand on fait des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs, eh bien on arrive à comprendre pourquoi. Et vous savez, il n'y a rien de plus déstabilisant pour un cerveau de ne pas avoir la réponse au pourquoi. C'est-à-dire que quand on dysfonctionne et on n'arrive pas à savoir pourquoi, et on n'arrive plus à dormir, et on est complètement perdu, et on est complètement enseveli à un moment donné, bien là, on est sûr d'aller tout droit au burn-out. Alors que quand on va faire cet effort de compréhension de soi, de ses forces, mais aussi de ses failles, de ses faiblesses, et les failles, eh bien, elles sont d'ordre multiple, à commencer par la génétique, après l'environnement, l'éducation, l'enfance, etc., tout ce qu'on aura traversé dans une vie. Mais quand on fait cet effort de compréhension, eh bien, on va récupérer en fait du pouvoir et on va arrêter, ou en tout cas, on va beaucoup moins subir, on va être beaucoup plus en contrôle des choses. Et il y a plein de petits gestes au quotidien. Je sais que tu as prévu deux, trois petits exercices là tout à l'heure. Il y a plein de petits exercices qui peuvent avoir un impact extrêmement important sur votre santé mentale. Donc souvent, on a tendance à prendre ça un petit peu de haut. Là, tu parlais par exemple du combat contre la sédentarité. En France, on a un peu tendance à se dire, ouais, bon, si j'ai le temps, on va parler tout à l'heure, je crois savoir que tu vas faire un petit exercice de cohérence cardiaque. On peut se dire, ouais, bon, c'est pas en respirant comme ça que ça va aller mieux. On a
plus de 40 ans de littérature neuroscientifique sur chacune de ces pratiques. Donc, on ne devrait plus normalement, en 2024, être obligé d'apporter la preuve. C'est archi prouvé. Après, la seule question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et notre rôle, c'est de prouver que ça va être génial d'y aller. Eh bien justement, allons-y, prouvons qu'on peut le faire en 5 minutes chrono, de manière ludique, pour se faire du bien immédiatement, et même en distanciel, et même en étant plus de 80 connectés sur le même lien. On n'a pas besoin d'être un méditant bouddhiste dans une grotte pour prendre 2 minutes chrono pour respirer et pour bouger. Alors, comme ça fait déjà 40 minutes que vous nous écoutez, peut-être immobile derrière un écran, première chose à faire, je pense, c'est de dérouiller un petit peu notre haut du dos. Donc, vous allez faire la camisole de force, comme si on était enfermé chez les fous. Vous allez attraper vos coudes opposés. Et en inspirant par le nez, vous allez lever les coudes au-dessus de la tête et peut-être même derrière la tête, juste pour dérouiller vos épaules. Ne fais pas craquer ta chemise Erwan. Et en expirant, vous ramenez les coudes vers le bas. On refait ça 2 fois. Inspirez, levez les bras le plus haut possible, décontractez vos épaules et expirez vers le bas. Et puis changez le croisement des coudes. On repart, inspirez vers le haut, montez bien les coudes, expirez en bas. Sentez ce qui se passe dans tout le haut du corps. Bizarrement, ça commence à chauffer. On a un petit boost d'énergie qui arrive. Ok, et on relâche. On va faire ce qu'on appelle le twist. Le twist, c'est extrêmement efficace pour aller chercher toutes les tensions le long de la colonne vertébrale. Et typiquement, 2 minutes pour aller chercher à dénouer ces tensions-là. Si on le fait tous les jours, c'est précisément ce qui nous évite de faire cette cocotte minute. Intégrer des moments de récupération dans sa journée sous pression, ça peut faire des miracles. Et donc, le twist, vous allez vous asseoir au travers de votre chaise. Je vais baisser un peu mon écran pour que vous puissiez voir ma chaise. Vous asseyez en travers de votre chaise à droite. Vous attrapez le dessus de votre dossier. Toi aussi, Erwan, ou ton accoudoir. Parfait. Si tu as ton accoudoir, ça marche pareil. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le haut, vers le plafond. Et en expirant, vous allez tourner sur votre axe. Vous allez pousser avec l'accoudoir ou le dossier avec la main droite. Tirez l'accoudoir vers vous avec la main gauche ou le dossier de votre chaise. Et regardez au-dessus de votre épaule droite, derrière vous. Et là, vous sentez que tout le haut de votre colonne vertébrale, tout le bas de votre dos aussi, twist, tourne comme un bouchon dans une bouteille de vin rouge. Et vous sentez les petits points de compression tout le long de la colonne. À chaque inspiration, vous allongez le dos. À chaque expiration, vous tournez un petit peu plus loin sur votre droite. Magnifique. Encore 2 fois comme ça, à votre rythme à vous, en respirant bien. Et à la fin de votre deuxième expiration, vous relâchez les mains, vous ramenez le buste de face, vous détwistez votre colonne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous avez un accoudoir comme Erwan et vous restez au centre de votre chaise et vous attrapez l'accoudoir gauche avec vos 2 mains, soit vous vous asseyez en travers de votre chaise à gauche et vous attrapez, comme moi, le dossier de la chaise. On y va, inspirez, allongez la colonne vers le plafond. Et à l'expiration, vous tournez, vous regardez au-dessus de votre épaule gauche, le plus loin possible derrière vous. La main droite tire l'accoudoir ou le dossier vers vous. La main gauche pousse contre l'accoudoir et le dossier. Et vous regardez le plus loin possible derrière. Et vous sentez que les petits points de compression sont exactement les mêmes ou très différents de tout à l'heure dans l'autre côté. Descendez bien votre épaule loin de votre oreille. À chaque inspiration, vous allongez le dos. À chaque expiration, vous tournez un petit peu plus loin sur votre axe. C'est aussi simple que ça. On met le corps au service de l'esprit ou on redescend dans le corps pour détendre le mental. Inspirez, ramenez les mains et le buste au centre. Venez vous rasseoir au milieu de votre chaise si vous en aviez bougé. Et on va faire un exercice hyper simple, celui de la cohérence cardiaque. C'est une respiration qui calme le système nerveux en utilisant la capacité de notre système nerveux parasympathique qui est de nous ramener au calme et de stimuler énormément de processus dans votre corps comme la diminution du rythme cardiaque pour nous permettre de recharger nos batteries. Donc, je vais vous proposer une petite expérience pour vous en convaincre parce qu'on se l'est dit tout à l'heure avec Erwan, le plus dur parfois c'est de se convaincre
ou de convaincre les autres. Et parfois, la science ou l'expérience peuvent nous aider. Vous allez prendre votre pouls. Vous allez placer le pouce à l'intérieur du poignet ou sur la carotide avec vos 2 doigts, selon ce qui est le plus efficace ou le plus accessible pour vous. Allez-y, trouvez votre pouls. Et vous allez compter vos pulsations pendant 30 secondes. Je vais mettre un timer. Vous avez tous trouvé votre pouls? Ça y est? Vous respirez tranquillement et c'est parti, comptez vos pulsations. Stop. Écrivez le nombre de pulsations sur un petit papier et multipliez-les par 2 pour avoir votre rythme cardiaque à la minute. Ça fait travailler le cerveau, on fait une multiplication. Vous avez bien votre nombre de pulsations en tête? C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons faire un exercice de respiration qui calme, qui permet de faire baisser la tension et la pression. On l'a vu tout à l'heure, la pression continue fait évidemment exploser la concote minute si on n'a pas des moments de respiration et de relâchement. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. Un moment de relâchement très simple. Vous allez mettre vos avant-bras sur votre bureau, puisque j'imagine que vous regardez ce webinaire depuis un bureau avec un ordinateur. Donc, mettez vos avant-bras sur le bureau ou sur vos genoux. L'idée étant de se mettre dans la position de l'autruche. On oublie tout ce qui se passe autour, on laisse la tête descendre vers le bas, on laisse le haut du dos s'arrondir. On est comme ça. Vous allez fermer les yeux ici, laisser le ventre se relâcher complètement. Et on va inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6 secondes pour accentuer l'expiration et justement stimuler ce système nerveux parasympathique qui détend. On y va. Commencez à inspirer en gonflant le ventre sur 1, 2, 3, 4. Puis expirez par le nez en contractant les abdominaux sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va le faire 10 fois au total. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 5 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 3 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1,
2, 3, 4. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une toute dernière fois, inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement, rouvrez les yeux, repoussez la table ou les genoux avec les avant-bras, venez vous rasseoir et à nouveau prenez votre pouls sans rien faire d'autre. Retrouvez votre pouls sur votre poignet ou sur la carotide. Et quand je vous donnerai le stop, vous commencerez à compter. Allez-y, commencez à compter vos pulsations. Stop. Stop. Notez le nombre de pulsations sur votre petit papier, puis multipliez ce chiffre par 2. Et maintenant, je voudrais que vous fassiez la soustraction entre le premier chiffre, votre nombre de pulsations à la minute avant cet exercice de respiration, et le nouveau chiffre que vous avez obtenu après ces 10 respirations qui ont duré 3 minutes. Allez-y, faites la soustraction et écrivez la différence sur le chat pour qu'on puisse confirmer que tout le monde a senti cet effet calmant et que tout le monde a vu une différence entre le avant et le après. Moins 34 chez Catherine. Waouh! Ok. Moins 10, superbe. Magnifique. Donc, vous avez tous vu la capacité... Ah, sauf Chantal, aucune différence, mais Chantal était déjà super détendue avant cet exercice, peut-être. En tout cas, ça ne l'a pas fait monter. Ok. Alors, l'idée dans cette cohérence cardiaque, c'est d'utiliser la respiration pour avoir un impact sur le système nerveux, sur le rythme cardiaque, mais aussi sur plein d'autres éléments dans le corps et dans le mental et dans le cerveau, et surtout sur votre sentiment de bien-être. Comment vous vous sentez après ces expirations et ces inspirations? L'idée étant de ralentir l'expiration parce que c'est l'expiration qui va permettre de calmer le plus efficacement. Comment vous vous sentez? Allez-y, écrivez-le dans le chat. Ce qu'on va vous recommander avec Yogi, c'est, je vais vous demander évidemment ton avis, Erwan, c'est de mettre en place ces pauses actives où on respire et on bouge très régulièrement dans votre journée. Ça permet d'éviter l'effet cocotte minute. Toutes les 2 heures, au moins 3 respirations de 30 secondes. Là, on a respiré 3 minutes, vous pouvez faire plus court. 30 secondes, 3 respirations toutes les 2 heures. Vous levez ou bougez de votre poste de travail toutes les 20 minutes en faisant un des étirements que je vous ai montré ou bien d'autres. Et une phase d'1 heure de travail en monotâche où vous êtes isolé de l'infobésité, des notifications, du bruit, et vous pouvez vraiment réfléchir sans être interrompu et sans avoir la tentation de saisir toutes les occasions qui vous sont proposées pour vous déconcentrer. Vous vous sentez calme, zen, détendu, respiration plus ample. Génial, magnifique, posez. Il suffit de 3 minutes que vous pouvez prendre dans n'importe quelle situation en utilisant cette position où vous êtes vraiment dans votre bulle pour le faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce dispositif-là? Pourquoi ça marche? Alors, c'est très important parce qu'en fait, maintenant, on a un peu d'intériorité par rapport aux effets de la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, en fait? Et pourquoi on appelle ça la cohérence? C'est parce que, au travers de ce petit exercice, donc qui stimule, comme tu l'as dit, le système nerveux autonome, on va mettre en cohérence le fonctionnement du cerveau avec le fonctionnement du cœur. Et on va jouer sur la neurobiologie. C'est-à-dire qu'on va diminuer le niveau de cortisol
cortisol, qui est l'hormone du stress. On va augmenter les niveaux de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, qui sont d'excellents neurotransmetteurs pour le cerveau. On va renforcer les défenses immunitaires. Accessoirement, c'est assez utile en période post-Covid. On va donc jouer sur un certain nombre de registres en fait neurobiologiques. Et donc c'est pas j'ai l'impression que ou je ouais, bon c'est un petit peu de l'incantation, un peu développement perso, pas du tout. C'est de la neuroscience appliquée. On a eu un excellent avocat cet été, c'est Léon Marchand. Léon Marchand, il y a 2, 3 ans, il était pas forcément dans les meilleures dispositions. Il était un peu en creux de la vague, si j'ose dire. Et il a entamé tout ce travail de connaissance de lui, etc., et notamment utilisé la cohérence cardiaque 365, c'est 3 fois 5 minutes, 5 minutes le matin, le midi et le soir, et il explique combien cette pratique, en fait, lui a permis de beaucoup mieux vivre sa situation, de vivre parfois l'échec, de renforcer sa confiance en lui et finalement, comme tu le disais tout de suite, de construire sa bulle. Et c'est très important, en fait, notamment par rapport au sujet du jour et dans cette problématique de burn-out, etc. Beaucoup, en fait, va être inhérent à notre capacité à ne pas laisser l'extérieur trop devenir invasif. Donc, on se construit notre forteresse intérieure, comme disaient les stoïciens. C'est-à-dire qu'au travers de petits exercices comme ça, mais aussi de la marche en nature, il n'y a pas mieux pour le cerveau. Vous savez, quand vous mettez le pied par terre, vous envoyez un certain nombre de signaux en fait, électrochimiques au cerveau pour le mettre davantage, si vous voulez, en état d'interagir. Donc, votre cerveau fonctionne mieux quand vous êtes debout en marchant que assis devant 4 murs gris. Donc, il y a plein de petites pratiques comme ça, tout à fait efficaces, prouvées. Vous faites de la cohérence cardiaque pendant 3 semaines, 3, 4 semaines. Au bout de 3, 4 semaines, votre neurobiologie s'est transformée. Alors, ça va pas régler tous vos problèmes. Ça, c'est important de ne pas survendre. Moi, j'ai jamais dit que la cohérence cardiaque permettait de régler tous les problèmes. Mais en revanche, au lieu d'être au rez-de-chaussée, complètement assailli par tous vos problèmes, eh bien, en faisant de la cohérence cardiaque, vous montez au second. Vous prenez l'ascenseur, vous montez au second, et là, vous voyez vos problèmes avec plus de hauteur, plus de distance. Et là, vous pouvez vous dire, alors ça, c'est important. Je vais m'attaquer à ça. Ça, c'est moyennement important, on verra. Et puis ça, c'est complètement secondaire. Et donc, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, une capacité de contrôle, une capacité d'interaction beaucoup plus positive avec les sujets qui nous préoccupent. Tout à fait. Merci beaucoup, Erwan, pour cet éclairage-là. Est-ce que vous avez des questions pour Erwan ou pour moi? Merci pour vos commentaires également, Muriel et Daniel. Allez-y, profitez-en, il nous reste quelques minutes. Je vois par exemple Muriel qui dit redevenir acteur. Ben voilà, tout est dit. C'est le fait de redevenir proactif, acteur et de ne plus subir. À quand une prochaine séance avec vous? Quelle est la différence entre l'allongement des expirations et le 4-4-4 avec rétention? C'est pas le même exercice. Le 4-4-4-4 avec rétention, Manon, c'est une respiration carrée. On l'enseigne chez Yogis typiquement. C'est une respiration qui permet de retenir le souffle avec les poumons pleins pendant 4 secondes et puis ensuite, après l'expiration, de retenir le souffle avec les poumons vides. Ça permet en fait de redevenir acteur justement de cette respiration, de reprendre le contrôle sur sa respiration, parce que quand on contrôle sa respiration, on contrôle également ses réactions, ses pensées, la manière dont on passe sa journée. Donc ce sont des exercices qui vont nous aider à renforcer notre système nerveux, à renforcer aussi notre mental et qui peuvent nous aider à passer la journée avec plusieurs bienfaits vraiment différents. Certains calment, la cohérence cardiaque peut calmer, certains exercices de respiration vont dynamiser, réveiller, réchauffer, et puis d'autres vont nous aider, je pense, en tout cas c'est comme ça qu'on l'enseigne dans la méthode yogiste, à se reconcentrer,
à être focus quand on a trop d'idées parasites qui tournent en boucle dans la tête et qu'on a du mal à rester concentré sur un seul sujet, ce qui est d'ailleurs vecteur de grande fatigue. On a une super question d'Isabelle là pour toi, Erwan. Peut-on se sortir d'un burn-out et revenir en entreprise ou vaut-il mieux quitter l'entreprise pour mieux repartir? Alors ça, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que, alors, quand on fait un burn-out, effectivement, les conditions de travail peuvent être responsables en partie ou même pour beaucoup de ce burn-out. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si les conditions de travail n'ont pas évolué entre son départ en arrêt maladie et son retour en entreprise, eh bien, malheureusement, les mêmes effets risquent de produire les mêmes causes. Première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est pas un jugement ce que je vais dire, hein, mais les entreprises sont souvent extrêmement mal à l'aise par rapport au retour de personnes de burn-out. En fait, elles savent pas comment faire. Et souvent, le risque, c'est puisqu'on est mal à l'aise et on ne sait pas comment faire, on va presque traiter ça comme si la personne revenait d'une angine ou d'une grippe. Et alors que c'était pas une grippe. Effectivement, un retour de burn-out, ça se prépare, ça s'anticipe et il s'agit pas de recréer, de remettre la personne dans les mêmes conditions parce que sinon on sait pertinemment ce qui va se passer. D'autant plus que sur la période du retour de burn-out, la personne est fragilisée. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. C'est pas même si on est arrêté plusieurs mois et qu'on a fait un long travail sur soi, on est fragilisé dans ces moments-là. Alors il y a plusieurs solutions. Soit effectivement on modifie de façon très substantielle les conditions de travail, soit aussi la personne a réussi au travers d'un travail personnel à établir beaucoup plus de frontières entre le monde professionnel et sa vie privée, donc à créer un meilleur équilibre, à savoir dire non aussi. Hein, ça, c'est un point absolument fondamental. Les personnes qui font des burn-out sont souvent des personnes qui n'arrivent pas à dire non et qui sont surengagées, mais qui sont aussi sursollicitées par leur N+1, par leur direction, etc., parce que c'est les bons soldats. C'est les archi bons soldats, les personnes qui vont faire des burn-out. Et donc, elles vont jamais dire non parce que, en fait, de leur capacité à réaliser la tâche va dépendre, encore une fois, le regard de l'autre et donc l'amour que l'autre va leur porter, etc. Mais ça, c'est pas un bon fonctionnement, c'est pas un fonctionnement sain. Donc, on doit être en capacité aussi de dire non. Un retour de burn-out, ça peut aussi laisser augurer d'un changement de poste. Si le poste précédent n'est pas adapté et si la pression est trop importante et pour mille raisons on se dit bah non, moi je vais changer de poste et puis in fine effectivement ça peut être une solution, une rupture, hein, une rupture négociée ou autre, c'est-à-dire je vais modifier mon environnement de travail et ma structure de travail, mais là encore il faut dire les choses. C'est pas forcément en changeant sa structure de travail et son entreprise que on va tout régler. Parfois, c'est facile de se dire, oh bah moi allez, je quitte, c'est des fous furieux. De toute façon, moi je vais aller dans une structure beaucoup plus saine. Alors effectivement, il peut avoir un effet bénéfique, mais si c'était aussi simple que ça se saurait. Donc, ces problématiques de santé mentale et de santé au travail et de santé mentale au travail sont compliquées. Merci Erwan pour ces éclairages. Je sens qu'on aurait envie de continuer à en parler pendant des heures. Donc n'hésitez pas à suivre Erwan sur son LinkedIn pour continuer à échanger avec lui. N'hésitez pas aussi à prendre cette nouvelle habitude de faire ces pauses actives, ces exercices de mouvement et de respiration que nous avons testés à l'instant. Et je vais vous faire un petit cadeau avec Yogist. On a créé un garde du corps digital, celui qui vous incite et vous rappelle de prendre un moment pour vous extraire du marathon que vous courez dans vos journées de sprint. N'hésitez pas à utiliser ce QR code ou aller sur yogis.io et à le partager avec vos équipes pour prendre ce moment de respiration. Vous verrez, tous les exercices sont guidés par moi, donc vous ne serez pas dépaysés. Vous pourrez nous retrouver en replay, évidemment, puisque vous avez été
nombreux à vous inscrire. Merci beaucoup, beaucoup pour vos questions, pour votre présence. Et toi, Erwan, merci infiniment pour tes éclairages extrêmement précis, ta bonne humeur aussi pour parler d'un sujet qui est souvent très lourd. À tout bientôt et à très vite pour de nouvelles expertises sur le Well at Work. Merci à tous.